Bonjour, c'est Diane pour Roots. Il y a peu, je suis allée interviewer Isis Lator, des nouveaux travailleurs, et aujourd'hui, je vous partage notre échange. Tu es Isis Lator, femme entrepreneur. Parmi les nombreuses qualités qu'on peut t'attribuer, j'en retiens quelques-unes. Positive, créatrice et passionnée. Tu as créé Les Nouveaux Travailleurs, un blog ayant plus de 15 000 lecteurs par mois, qui contient aujourd'hui un podcast et du contenu varié sur les réseaux sociaux. Tu nous parles d'introspection, de business, de monde subtil, en répondant à une problématique: comment créer dans l'entrepreneuriat en alliant plaisir et écologie personnelle. Alors tu es Isis, qui signifie souveraine, et la définition qu'on en trouve est dont le pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de te faire confiance dans tes débuts dans l'entrepreneuriat? Déjà, je réécoute ta définition de Isis parce que je me rappelais pas que ça voulait dire ça, mais du coup, ça me fait beaucoup rire par rapport à certaines décisions que j'ai pu prendre. Moi, ça va être très compliqué de me lancer dans l'entrepreneuriat dans le sens où, dans ma dernière année d'études, j'ai fait un master spécialisé entrepreneur dans lequel on nous a formés à créer plutôt des startups. On était plutôt sur le modèle startup, mais on a aussi abordé les TPE, PME. Donc j'avais pas mal de connaissances, on va dire, sur comment théoriquement c'est censé se passer, mais on nous forme aussi en nous faisant faire une mission fil rouge. Donc on a un projet entrepreneurial à côté. Je ne l'ai pas gardé après. Enfin, la personne avec qui je m'étais mise en projet, on s'est séparés à la fin de l'année scolaire. Mais du coup, ça m'a déjà donné un avant-goût. Et puis, quand j'étais en stage en 2014, donc j'étais encore dans mes études, j'ai passé pas mal de temps à aller à des apéros entrepreneurs à Paris. Donc j'étais passionnée par le milieu start-up et l'entrepreneuriat. Donc j'allais rencontrer des entrepreneurs, comprendre comment ils avaient eu leurs idées, juste comprendre comment ça fonctionne parce que ça m'attirait vachement sans y être dedans. Et après, j'ai fait aussi des start-up week-ends. Donc, c'est des week-ends où on est environ 100 personnes. Il y a des personnes qui arrivent avec des projets, d'autres avec des compétences. Et on s'allie en équipe pour, en 48 heures, créer une start-up. Disons qu'on essaye d'aller assez loin dans le processus, même avec des tests et tout. Donc, tout ça, ça m'a donné un peu déjà un avant-goût de à quoi ça pourrait ressembler. Et après, après mes études, j'étais salariée et j'ai senti que j'avais envie de passer du côté de l'entrepreneuriat. Le seul truc que j'ai fait pour me rassurer, enfin non, il y en a peut-être deux. Un, j'ai pris une formation en blogging professionnel parce que c'était ce que je voulais faire. Mais ça, c'était pas un blocage, c'est juste que ça m'a paru évident. Je savais pas comment faire, j'ai pris une formation, quoi. Et deuxièmement, j'avais peur de l'insécurité financière, j'avais peur de vider tout ce qu'il y avait sur mon compte en banque. Du coup, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit, voilà, je vais me lancer. Par contre, si jamais je suis à zéro sur mon compte en banque, est-ce que vous voudrez bien me loger et me nourrir? Ils m'ont dit oui, et du coup, j'ai fait, bon, bah, c'est bon, ça a enlevé en fait ma plus grosse peur de finir à la rue. Et, euh, et après, je pense aussi que la confiance que j'ai eue dans le fait que j'étais capable de créer quelque chose au-delà de mes études et de ce que j'avais appris. Je pense qu'après, c'est dans l'enfance qu'il y a beaucoup de choses aussi, mais j'ai toujours été bonne à l'école et je pense que mon enfance a construit une confiance en moi suffisante pour avoir cette image de moi et me dire c'est bon, je vais y arriver, quoi. Avec du recul, quelle perception t'as de toi dans tes débuts, en fait, quand Dans mes tu débuts. te lançais comme ça? J'ai une très bonne image. En fait, j'ai une meilleure image de moi ma première année d'entrepreneuriat que les 3 suivantes. Parce que la première année, j'ai pas cherché à gagner de l'argent, parce que dans ma formation, c'était conseillé de vraiment d'abord se concentrer sur la création de contenu, la création de communauté. Et en fait, c'était exactement ce que je voulais faire. Et j'avais pas d'enjeu financier. En plus, je touchais encore un petit peu le chômage. Donc pour moi, c'était comme si j'étais salariée. Donc en fait, mon regard sur cette année, j'y pense très souvent maintenant que justement je suis en transition et que j'essaie de me reconnecter à un peu ce que j'avais dans cette première année. C'est que j'étais vraiment alignée avec le truc qui était logique et évident pour moi, c'est-à-dire que j'ai mis 5 mois à trouver de quoi j'allais parler sur mon blog. Je savais que je voulais devenir blogueuse, mais j'ai mis 5 mois à trouver le sujet. Et par contre, une fois que je l'avais trouvé, j'étais vraiment, c'était limpide, on va dire, pour moi, d'aller faire des interviews, d'aller chercher des infos. Donc tout était assez fluide, on va dire. Ce qui n'a plus été le cas par la suite, une fois que je me suis un peu lassée de ces sujets et que je savais plus trop comment continuer, en fait. Ok. Du coup, en tant que femme entrepreneur, un
entrepreneur, auteur, créatrice de contenu, ça fait beaucoup. J'ai l'impression que tu es sans cesse en train de recréer, toujours et encore. Qu'est-ce qui te pousse et qui t'anime dans cet élan, cet effet de toujours vouloir inventer quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau? Je, je pense que ça fait partie des choses que juste tu sens à l'intérieur de toi. Je pense que les personnes qui sont créatives, on ne sait pas trop expliquer pourquoi on l'est, c'est juste comme ça. Je pense que tout le monde est créatif, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont moins grandi dans un contexte qui les a aidés à développer leur créativité. Après, j'ai envie de parler de design humain parce que, sans rentrer trop dans le sujet, mais typiquement en design humain, moi je suis du type manifesteur-générateur et ça fait partie de ce type énergétique de souvent changer et ouais, d'être un peu à la fois, on va dire, une girouette dans le sens changer souvent, mais aussi dans le sens avoir plusieurs trucs en même temps. Donc c'est vraiment inscrit dans notre façon d'être et on est 33% de la population à être comme ça. Mais après, pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a aussi une partie qui était liée au fait que, une fois la première année passée, qui elle était limpide, je me suis lassée des sujets parce qu'une fois que moi j'avais fini d'apprendre ce que j'avais à apprendre, ça m'intéressait plus de continuer à aller chercher des infos sur ces sujets. Et de là, mon enjeu, c'était retrouver un nouveau sujet sur lequel j'ai envie d'apprendre. Donc bon, il y a eu l'ikigai, plus tard il y a eu le design humain, mais entre les deux, il y a un peu eu des trous et du coup c'était un peu déstabilisant, j'étais un peu dans le doute. Donc finalement, c'est aussi de perdre ta place ou de plus savoir, de plus avoir vraiment le même sens que tu avais un an avant, qui fait que je cherche parce que je peux juste pas rester là, rien faire, à attendre que la vie passe, quoi. Enfin, surtout si tu essayes d'être indépendant financièrement, il faut bien qu'à un moment tu inventes un truc que tu peux vendre. Donc c'est aussi cette motivation-là qui m'a poussée à créer des trucs. Et il y a des trucs que j'ai créés dont je suis contente, d'autres dont je suis pas contente. J'ai un peu fait des tests et des trucs qui venaient plus ou moins du cœur, quoi, ou de la tête parfois. Ok, ouais, j'ai l'impression que tu as besoin d'aller voir là où tu peux aller et là où tu sais que tu peux aller sans te poser de questions. Il y a des personnes qui restent, qui font la même chose tout le temps de manière différente sur le long terme, mais toi c'est quelque chose par-ci, par-là, par-là et c'est super. Moi, tu vois, ma vision un peu plus à long terme, de ma vie, ça m'arrive souvent de me dire quand je vais mourir, comment est-ce que je vais regarder ma vie et qu'est-ce qui va pouvoir faire que je serai contente de ce que j'ai vécu. Il y a toujours ce côté multiplicité qui revient. Pour moi, c'est avoir vécu le plus de trucs possible. Et ma façon de le vivre, c'est créer des choses entrepreneuriales ou créatives. Et même quand j'étais en dernière année d'études, on nous avait posé la question quand on était un peu en train de travailler sur nos projets professionnels. Et on nous avait dit, on nous avait demandé quelle serait votre situation idéale. J'étais la seule des 40 personnes à dire, moi je rêve d'enchaîner les CDD. Et ils m'ont tous regardé, mais quoi? Pourquoi tu voudrais faire ça? Parce qu'en fait, pour moi, un CDI, c'est enfermant. Moi qui aime changer souvent, et même là récemment, je suis retournée voir des offres d'emploi parce que ça ne me dérangerait pas d'avoir peut-être un boulot de temps en temps. Enfin, je suis ouverte à ça, mais à chaque fois, je paniquais quand je voyais un CDD de 8 mois. J'étais là, ah mon Dieu, mais c'est trop long. Je peux pas. Moi, je vois à 3 mois, tu vois à 4 mois à la limite. Donc, ouais, ça fait aussi partie de ma vision de vie, je pense, cette multiplicité. D'avoir plein d'expériences différentes. Alors, tu es aussi une exploratrice. On peut faire un retour sur ton parcours, ton voyage en Amérique latine, en tant que digital nomade, du coup. Qu'est-ce que ce voyage a changé dans ton rapport à toi et à l'entrepreneuriat? Je suis pas sûre que ce soit là-dessus que ça ait eu une influence. À part, à la limite, ce que je peux dire, c'est que du coup, j'étais digital nomade, c'est-à-dire que ma maison, c'était mon ordinateur. Tant que j'avais mon ordinateur, je pouvais faire toute ma vie professionnelle, tant que j'avais une connexion. Bien sûr, après, j'avais mon sac d'affaires, mais j'avais pas pris grand-chose. Donc forcément, quand tu changes tous les mois d'endroit, tu dois te réacclimater à un lieu à chaque fois, tu dois réapprendre à travailler depuis cet endroit. Donc je dirais que ça te force un peu à être méga adaptable à ton environnement et réussir où que tu sois à travailler. Mais en vérité, ça je l'ai déjà travaillé avant l'Amérique latine. Quand j'étais à Paris, toute l'année précédente, j'étais déjà digital nomade local, entre guillemets. Je bossais dans des cafés, je bossais chez mon associé de l'époque.
chez moi, donc j'avais déjà l'habitude de faire ça. Euh, à part ça, je pense pas que pour moi le voyage, c'est pas forcément sur l'entrepreneuriat que ça a eu un impact. Enfin, je vois pas un truc clair de avant, après le voyage. C'était vraiment, j'avais besoin de ça personnellement, de partir, de voyager, d'être avec d'autres gens. C'était plus personnel comme impact, je pense. Ok, dans ton rapport à toi, du coup, est-ce que peut-être ça a influencé sur tes choix d'aujourd'hui qui sont de complètement changer ce que tu fais avec les nouveaux travailleurs? Non. En fait, le seul avant-après que je vois, c'est que c'était épuisant. Enfin, c'était vraiment une expérience que je voulais vivre. Donc, enfin, juste pour replacer le contexte, en 8 mois, j'ai fait 7 ou 8 pays. En moyenne, j'étais un mois dans chaque endroit, mais on était entre 15 et 40 dans le groupe. Donc tous les jours, il y avait un truc, la journée, des visites de la ville, le soir, des restos, des trucs comme ça. Tous les week-ends, on partait en week-end quelque part, donc on prenait l'avion, on était tout le temps en train de bouger. Quand on arrivait quelque part, il fallait déjà dire si on comptait être là le mois prochain dans l'autre pays, prendre les billets d'avion. Et donc c'était constamment en train de penser à de l'organisation, de devoir prendre des décisions, de dire oui, je fais ça avec vous, non, je le fais pas. En plus se réacclimater à un nouvel endroit, en plus dans des langues étrangères, donc j'étais dans un groupe anglophone, dans des pays hispanophones, avec en plus des cultures différentes, donc, et en plus tout le long j'ai partagé ma chambre, parce que la version chambre privée était plus chère, donc j'ai pris la version où je partageais avec 2 ou 3 personnes, et on était dans des colocs de 3 à 7, donc moi, rien qu'en le disant, ça faisait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'était exactement ce dont j'avais besoin et envie à ce moment-là. Mais je suis rentrée tellement épuisée que j'étais limite en burn-out pendant un an après. Enfin, pas en burn-out, mais j'étais épuisée physiquement, mentalement. Et je me suis dit, et par la suite, j'ai plus jamais refait une expérience de voyage aussi intense. En rentrant, je me suis dit, ok, c'était génial, j'ai adoré et c'est probablement une des meilleures années de ma vie. Mais maintenant, je pense que j'ai plus besoin de rester plus longtemps dans un endroit, de peut-être passer 4 à 6 mois quelque part, avoir vraiment le temps de faire de cet endroit mon chez-moi. Et bon, finalement, avec le Covid, du coup, j'ai pas trop pu le faire à l'étranger, donc je l'ai plus fait chez moi, entre guillemets, à Montpellier, dans ma ville natale. Donc voilà, c'était plus, ça m'a fait revoir ma vision du voyage et me dire, ouais, en fait, c'est super intense de changer de lieu de vie tout le temps. Donc c'est génial, mais c'est super dur de bosser en même temps et tout. Donc pour moi, c'est quelque chose de courte durée. Euh, Peut-être pour d'autres personnalités, mais moi, c'était trop. Et si c'était à refaire, est-ce que tu serais partie en voyage sans travailler, en faisant cette pause avec le travail? Est-ce que tu aurais pu? Alors, je l'aurais pas fait parce que ce que je voulais, c'était être digital nomade. Donc, ce que je voulais, c'était travailler en voyageant. Puis, justement, en fait, moi, j'avais très peur de l'ennui en voyage. Pour moi, juste voyager et visiter des trucs, j'ai l'impression que ça me nourrit pas suffisamment. Ça me nourrit plus d'écrire des articles, tu vois, et de construire un projet entrepreneurial que de juste aller voir les chutes du Niagara ou je sais pas quoi, enfin, que je n'ai pas vu, mais. euh, euh, j'ai perdu le fil de ce que je disais. C'était quoi ta question? Est-ce que tu aurais pu partir en voyage sans... Donc le seul truc que je regrette de ne pas avoir fait dans ma vie, enfin il y a 2 trucs que j'aurais voulu faire et que j'ai pas fait, c'est faire un VIE, donc là c'est plus expatrié, c'est dans une entreprise française à l'étranger, parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Et le deuxième truc que j'aurais rêvé de faire, c'est ce que quasiment, enfin plein de gens en tout cas ma génération ont fait, enfin mon âge, c'est aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande, faire du fruit picking, aménager un van et être là pendant un an, se faire plein de sous que tu ramènes après en France. Enfin, c'est pas tellement pour les sous, c'est beaucoup plus pour l'expérience, mais et c'est un truc que j'ai pas pu faire parce qu'une fois que j'avais lancé mon activité, je pouvais pas partir un an sans bosser dessus, et clairement si t'es 8 heures par jour en train de ramasser des fruits, le soir je pense que t'es crevé et j'aurais pas pu gérer mon activité. Puis après il y a toutes les questions de wifi, enfin voilà, donc j'ai juste fait une croix sur ce type de voyage là. Je me suis dit c'est ok, j'ai vécu autre chose. Ok. Justement, ça résonne en moi ce que tu dis parce que tu dis sur ton site internet que justement tu as l'air de faire confiance à ça, au fait que si ça s'est pas passé comme ça, c'est parce qu'il y avait autre chose qui m'attendait. Hum,
je fais le lien, du coup, je fais le lien avec le changement que tu es en train de vivre. Dans tout ce que tu fais, j'ai la sensation que tu trouves l'équilibre entre ton intuition et ton raisonnement, mais qu'aujourd'hui, justement, tu ressens le besoin de revenir plus près du cœur, de soi, de toi, en fait, de toi-même. Ou tu peux nous dire un peu où tu en es dans cette position de changement et de toujours cette envie de renouveau, mais d'une manière différente? Mm. Donc pour le contexte, comme j'ai lancé les nouveaux travailleurs en 2018, là ça faisait... Bon, en vérité j'ai lancé en 2017, mais de façon officieuse, donc on va dire que ça fait, depuis 2018, ça faisait 4 ans. Et donc là j'ai décidé d'arrêter ce projet-là et de repartir sur autre chose, et je sais pas encore quoi. Enfin, j'ai à la fois plein d'idées et je suis pas sûre d'être suffisamment connectée à chacune d'elles, donc j'attends un peu, je suis un peu en congé sabbatique. En fait, j'ai déjà, on va dire, un avis sur ce qui vient de se passer ces 4 dernières années. Comme tu l'as dit, je pense que ça devait se passer comme ça et qu'il m'a fallu 3 ans pour essayer et enfin réaliser que peut-être il fallait que je fasse les choses différemment. Mais si j'avais... En fait, je considère que j'aurais dû arrêter en 2019. En tout cas, j'aurais dû clôturer les sujets de 2018, déjà terminer de créer des programmes payants autour de ces sujets-là. J'aurais dû le faire beaucoup plus vite. Et après, j'aurais dû, ça se trouve, passer à complètement un autre projet. Voilà. En fait, j'ai l'impression que je me suis un peu accrochée à ça, sans réussir à... En fait, ce qui est compliqué, c'est que quand on crée un projet qui a un nom comme les nouveaux travailleurs, c'est connoté, c'est-à-dire que ça va très bien avec la thématique des nouveaux modes de travail, de l'ikigai, de voilà, je veux être épanouie dans mon travail, ça colle avec ça. Donc le projet est très logique, mais moi personnellement, j'ai besoin de passer à d'autres sujets, c'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, une fois que j'ai compris comment on devient digital nomade, que je l'ai vécu et que maintenant je suis dans autre chose, je ressens plus d'intérêt à en parler, et c'est devenu compliqué en fait de parler de tout ça pendant 3 ans. Donc je considère que j'aurais dû... c'est ça un peu ce que je suis en train d'essayer de comprendre et de faire maintenant, c'est comment est-ce que je peux passer d'un projet à l'autre, parce que je sens que c'est un truc dont j'ai besoin et dont je vais avoir sûrement besoin toute ma vie. C'est je crée, puis à un moment c'est plus bon pour moi, j'ai besoin de le laisser, mais c'est peut-être dommage de juste le laisser mourir. Donc est-ce que je le revends? Est-ce que je trouve une équipe pour s'en occuper? Comment est-ce que je fais pour pouvoir créer des choses, puis moi personnellement passer à autre chose, mais peut-être que quand même ce projet continue à exister, parce que bon bah là j'ai quand même pas mal de lecteurs qui étaient un peu dégoûtés, qui eux ont besoin en fait de ça, et sauf que moi j'ai plus assez d'intérêt pour le faire. Mais ça me fait aller vers le human design. Tu disais que ton profil c'était... Manifesteur générateur. Ok. Toi, moi j'ai vraiment l'impression que toi, que ce que tu fais, t'as besoin de le multiplier, comme tu dis. T'as vraiment cette figure, je pense, de leader, entre guillemets, ou de... Tu laisses la trace à d'autres, et quelqu'un derrière peut continuer tout ce que toi, tu t'as entrepris pour que toi, tu puisses passer à autre chose. Tu vois? Bah, en design humain, normalement, c'est les manifesteurs tout court qui ont ce rôle-là, Ok. du fait que on considère, le design humain dit qu'ils n'ont pas, à leur centre sacral qui n'est pas défini, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas une source d'énergie constante pour pouvoir continuer de travailler sur les projets. À l'inverse, tu as les générateurs qui, eux, ont ça et qui sont les personnes parfaites pour continuer de faire des projets sur le long terme. Et au milieu, tu as le manifesteur générateur comme moi qui est en connexion, qui est un peu des deux, qui peut avoir de l'endurance sur les... En fait, qui a l'endurance du générateur tant que le projet il est encore bien ancré et bien aligné avec lui. Donc c'était le cas pendant pendant 2017 et 2018 en fait, où j'étais sur les sujets des nouveaux travailleurs. Euh, et puis, par contre, au bout d'un moment, moi, tu vois, je me suis sentie désengagée de ce sujet. Donc là, je suis sortie de ma capacité à tenir le truc sur le long terme, et je suis passée du côté des manifesteurs qui a besoin de passer à autre chose. Et donc oui, moi, voilà, je pense que idéalement, j'aimerais réussir à trouver des gens pour peut-être continuer les trucs derrière. Après, c'est super difficile, honnêtement, de lâcher prise, surtout quand ça a été un peu ton identité pendant 4 ans, que moi, je me sens pas tellement entrepreneur, je me sens plus indépendante. Enfin, c'est la même chose, mais dans le sens, mon activité, c'est moi.
Alors qu'un entrepreneur, normalement, il dissocie vraiment les deux. Il y a l'activité, il y a ce que je crée et il y a moi, et c'est deux choses différentes. Et moi, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit un prolongement de moi, et ça rend le truc plus difficile à lâcher, en fait, derrière. Mais donc là, je suis un peu en train de réfléchir à... De base, je voulais complètement l'arrêter. Après, on m'a proposé de le racheter. J'étais pas super satisfaite de la proposition. Du coup, je me dis, est-ce que finalement... Enfin, ça chamboule un peu les trucs. Je me dis, est-ce que finalement, j'ai pas envie de devenir juste la CEO de ce truc-là, mais genre un peu de loin, genre juste garder un pied dedans, mais qui est quelqu'un qui s'occupe de l'opérationnel. Je sais pas encore, mais du coup, voilà, c'est des questions que je me pose en tant que personne qui a envie de partir sur autre chose, mais sans être en mode vraiment, je veux plus en entendre parler. Ok. C'est intéressant du coup parce que ça te chamboule un peu dans tes questionnements de base qui sont changeants finalement. Je fais le lien avec ça dans ton contenu, dans ce que tu partages. Pas en ce moment comme tu es en pause, mais tu t'ouvres généralement complètement à tes lecteurs et tu mentionnes aussi que tu fonctionnes par phase, un peu comme celle dans laquelle tu passes, et que souvent il faut se défaire pour mieux renaître. Comment toi, dans ces phases, tu accueilles les premiers états émotionnels de tes remises en question? C'est moi qui ai écrit se défaire pour mieux renaître. Tu l'as mentionné dans ton blog. Ok, c'est marrant. Je trouvais ça beau comme phrase. C'est moi qui dis ça. C'est beau. C'est mon côté poète. Oui. Alors, en fait, je trouve que la question elle donne l'impression que c'est très identifiable pour moi quand est-ce que je suis dans quelle phase. En vérité, quand je rentre dans la phase, souvent je m'en rends pas compte. Je m'en rends compte un peu après. Donc, c'est pas comme un bouton on-off où je peux dire bon, allez, là je suis dans telle phase, là je suis dans telle phase. En fait, c'est comme tu le vis, tu sais pas trop ce que tu es en train de vivre. Puis au bout d'un moment, tu es là, ah ouais, en fait, je me sens pas bien. En fait, je suis en doute et tout. Ce que je peux dire, c'est que c'est peut-être ma plus grande difficulté. Ce côté un peu... c'est à la fois émotionnel et intuitif, où je me pose très régulièrement des questions. Donc, pour citer le design humain, j'ai ce qu'on appelle une autorité émotionnelle. Donc, cette autorité, elle fonctionne par vagues, avec des pics où on est absolument certain et super enthousiaste à l'idée de faire des trucs, des pics bas où on est en doute total, on se dit non mais absolument pas, on va mettre nos prix à la baisse, enfin, on va être vraiment dans la version pessimiste. En fait, il y a la version optimiste, ultra optimiste, la version pessimiste, et après on revient vers la version réaliste, où on fait un peu naturellement un balancier entre les deux, on dit ok, je sens que ce qui est clair pour moi et ce qui est juste pour moi aujourd'hui, c'est ça. Donc ça, c'est pour le présenter d'un point de vue design humain, mais moi j'ai l'impression que je passe énormément de mon temps, peut-être 70% de mon temps, à être dans du doute, je sais pas ce que je suis en train de faire, je sais pas ce que je veux faire. Les moments où je suis sûre sont beaucoup plus rares, donc j'en profite quand ils sont là, mais le truc c'est que quand je suis dans la phase où je suis sûre, j'oublie que j'ai des phases où je suis pas sûre, et quand je suis dans la phase où je suis pas sûre, j'ai du mal à me dire je sais que ça va revenir, tu vois. Donc je sais que c'est au final pour le mieux que ça fonctionne comme ça, mais honnêtement, la façon avec laquelle je le ressens, c'est plus que j'ai l'impression de m'auto-saboter constamment. Parce que je suis tout le temps très très souvent dans le doute, et le doute, c'est ce qui te fait arrêter des projets, pas être sûr d'aller jusqu'au bout, tu commences un truc puis tu finis pas. Et donc je pense que là, dans ma transition, typiquement, et le travail que je fais sur moi depuis 3 ans, c'est d'essayer de comprendre, tu vois, comment est-ce que je peux bien identifier les trucs qui sont vraiment corrects pour moi, parce que si j'arrive à identifier les trucs que mon cœur a vraiment envie de faire ou mes tripes ont vraiment envie de faire, je sais que là il n'y a pas de souci. C'est quand tu me disais ce qui a fait que tu avais confiance dans tes débuts dans l'entrepreneuriat, je sais qu'une fois que je suis sûre, c'est dans mes tripes, c'est bon, je peux y aller, même s'il y a des petites phases de down et tout. Mais le problème, c'est quand tu as des idées qui te viennent de la tête, qui viennent pas du cœur ou des tripes, et là c'est là que c'est dangereux, parce que tu fais un truc et en fait derrière t'as pas l'énergie. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de vraiment là je me suis mise en congé sabbatique pour arrêter de fonctionner avec ma tête, et genre vraiment prendre du recul et dire non, je fais que des trucs pour moi, je m'occupe plus des autres, parce que je pense que c'est comme ça que je peux me reconnecter à vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et mon but, c'est un peu d'apprendre à mieux identifier les bons projets. Par contre, ça restera normal pour moi de les abandonner derrière. Ça fait partie de mon fonctionnement, mais le but, c'est de rentrer dans ce qui est correct. Ça répond à ta question. Oui, d'aller rencontrer ce qui vient du cœur, quoi, ce qui t'anime vraiment.
Ok. J'ai une question par rapport à l'écriture parce que c'est quand même ta principale activité pas avec les nouveaux travailleurs. Moi personnellement, comme beaucoup je pense, je suis très admirative de l'authenticité de ce que tu crées et ce que tu partages avec les autres. Et j'aimerais savoir dans l'écriture, par quel processus tu passes avant d'écrire. Est-ce que tu t'installes dans un état particulier quand tu écris un post ou un article? Euh, non, je pense que c'est plus une question de valeur, dans le sens où de valeur et peut-être de choix, mais le choix est lié à la valeur. C'est que je pense que j'ai une valeur d'intégrité assez forte, enfin intégrité et authenticité, donc j'ai du mal à faire quelque chose qui n'est pas authentique pour moi. C'est d'ailleurs, ça m'a d'ailleurs un peu posé problème au début dans mon salariat parce que j'étais dans le web marketing, on me disait d'écrire des emails et je croyais pas trop dans ce en quoi on vendait et en plus je suis un peu lyrique dans mon écriture donc ça collait pas trop avec le copywriting mais du coup on me disait mais juste dis ça tu vois et enjolive-le un peu pour que ça fasse envie. Je suis là non je peux pas, j'arrive pas à l'écrire et donc je pense que c'est là que l'importance de choisir des sujets qui m'intéressent vraiment et des projets qui sont vraiment qui viennent du cœur, c'est ça qui me permet de parler de façon authentique. En fait, c'est pas tant un processus au début de chaque truc que j'écris, je pense que ça a plus été un processus sur les années, c'est-à-dire que la première fois que j'ai écrit des articles pour le blog Les Nouveaux Travailleurs, j'étais moins authentique qu'aujourd'hui parce qu'en fait, je trouve que c'est un exercice c'est un peu voilà, comme se muscler au sport. C'est au début, t'as pas l'habitude, t'arrives pas à parler avec la vraie voix qui est à l'intérieur de toi. Et je trouve que plus j'ai écrit en me disant, parfois je commençais mes phrases et je me disais non, je sens que j'avais un malaise. Je me disais non, c'est pas comme ça que j'ai envie de le dire. En fait, c'est pas ça que je veux dire. Mais parfois, c'est dur de verbaliser, de trouver la phrase que tu as envie de dire qui correspond vraiment à comment tu sens le truc, comment tu le penses. Donc ça, c'est à force d'écrire des articles et de me poser cette question, est-ce que je suis bien en train de dire le truc que j'ai vraiment envie de dire? Et avec les newsletters aussi, ça m'a fait des entraînements et je suis allée vers de plus en plus d'authenticité. Euh, Après, je considère que il y avait une grande authenticité, mais j'étais pas encore à 100%. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est d'aller vers 100%. Euh, mais voilà, je dirais juste que quand je me mets devant mon ordi pour écrire, je prépare pas les phrases dans ma... En fait, voilà, c'est ça. Je prépare pas les phrases dans ma tête avant de les écrire. Je me dis, c'est le fait d'écrire qui va m'aider à trouver comment je veux dire les choses. Donc parfois, je commence et parfois, je tombe juste maintenant que j'ai un peu plus l'habitude et je peux continuer à dérouler tout mon article ou mon écrit. Et parfois, c'est pas juste. Donc j'écris une première phrase. Je sens que c'est pas ça, mais c'est pas grave, je continue. Puis quand je sens que j'ai une autre façon de le dire qui vient, je me dis ok, j'efface tout et je recommence. Et parfois, je fais ça 3-4 fois parce qu'il y a des jours où ça veut pas venir, quand je suis plus fatiguée ou que c'est un sujet qui m'intéresse moins ou que je suis moins dans le truc. Euh, voilà, c'est plus ça mon processus. Ouais. Par rapport à ça, donc comment tu gères un possible manque d'inspiration justement par rapport à ces états où un jour tu es un peu plus fatigué ou tu as moins envie d'écrire? J'adore. Non, mais c'est un grand sujet. Je pense que c'est une question que se posent beaucoup de gens. Moi, mon état d'esprit global par rapport à tout ce qui est idée, inspiration, c'est que je pense qu'il faut apprendre à différencier deux choses. Il faut apprendre à différencier le c'est dur parce qu'aujourd'hui c'est pas le jour ou c'est dur parce que j'ai la flemme mais que si je le fais pendant 5 minutes après ça va se débloquer. Hmm. Et je pense que ça on l'apprend en essayant de se forcer un petit peu. Par contre, moi, si au bout d'un quart d'heure ça vient pas, je continue pas. Je me dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas un bon jour. S'il y a un truc que je déteste, c'est ce qui n'est pas efficient. Donc, je déteste perdre du temps à faire des choses de forcer alors que c'est pas le jour. Donc, je préfère pas le faire aujourd'hui, le faire demain. Euh, Ça, c'est si c'est pas le bon jour. Après, parfois, ça m'arrive de galérer au début un petit peu parce que ça veut pas venir, tu vois, j'efface, je recommence. Puis finalement, au bout de 5 minutes, ça commence à venir et t'arrives jusqu'au bout de l'article ou de l'écrit. Euh, Après, je sais que dans mes 4 ans d'entrepreneuriat et d'écriture, j'ai pas toujours fonctionné de la même façon. Dans ma première année, j'étais beaucoup plus disciplinée, c'est-à-dire que comme mon enjeu, c'était vraiment de développer le blog et que je suivais une formation, je suivais un peu quand même les conseils et je m'étais fait un peu un planning de ok,
Je sais que là, j'ai telle interview qui va tomber, donc je le publie la semaine d'après. Du coup, j'ai aussi j'avais une liste d'idées et en fait, je m'y mettais, c'est-à-dire que je laissais pas trop de place à ouais, non, aujourd'hui la flemme. C'est marqué dans mon agenda, donc je le fais. Après, si je sentais que vraiment j'y arrivais pas, là, je le faisais pas. Mais alors qu'après, par la suite, j'ai essayé de beaucoup plus suivre mon flow, de me dire, j'ai pas de planning, je vis au jour le jour et genre, je regarde ce qui me vient. Mais en fait, j'ai pas encore un avis tranché là-dessus. Je pense que le mieux, c'est un peu entre les deux. Euh, je pense que je faisais ça aussi parce que j'étais un peu perdue et que j'avais pas une ligne directrice aussi forte que la première année. Du coup, c'est un peu plus difficile de planifier et beaucoup plus désagréable en fait. Donc, mais moi, là, je vais quand même plus vers un truc où je suis beaucoup pour le flow et pour le fait de pas être trop disciplinée et de suivre absolument toutes les règles. Après, bon, ça c'est tu vois, mon côté un peu rebelle où je sais pas vers si ça va m'amener à l'échec ou à la réussite, mais disons que c'est un peu comme ça que je ressens les choses aujourd'hui. Ok. Donc tu recommandes ce que tu disais, que toi tu as besoin de ces 5 minutes, donc tu recommandes à quelqu'un qui aura un manque d'inspiration d'aller voir jusqu'où il peut aller pour commencer à écrire, et s'il y a un blocage, ne pas persister quoi. Ouais, et ça me fait penser à un autre truc aussi, c'est, tu vois, quand tu parles d'inspiration, je pense qu'une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu écris quand tu as l'inspiration ou est-ce que c'est écrire qui te donne l'inspiration? Je sais que moi j'ai eu les deux, donc là par exemple, en ce moment où je suis un peu dans mon congé sabbatique, parfois j'ai des élans comme ça, tu sais pas d'où ça sort, d'un coup je suis là, ah mon dieu, j'ai envie d'écrire un truc là-dessus, et je prends un papier, je mets tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet, après je prends mon ordi, je suis là, j'écris un truc à fond. Parce que là, c'est vraiment l'inspiration est venue, j'ai su de quoi je voulais parler et genre vite, 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 il me faut un ordi pour commencer à taper parce que sinon j'ai trop peur que ça parte. Donc là, clairement, l'inspiration elle est venue avant et je suis vraiment en train de suivre le flow. Mais par exemple, mes newsletters que j'envoyais toutes les semaines, donc ça, c'est la discipline que j'ai gardée pendant les 4 ans. C'est le truc que je me suis forcée à faire. Et ma règle, c'était même si je sais pas quoi raconter, je raconte un truc. Donc je me suis retrouvée, c'est pour ça que je me suis retrouvée à raconter des trucs très personnels parce que parfois il se passait rien côté pro, côté épanouissement pro, j'avais pas écrit de nouveaux articles, j'avais rien à dire. Du coup, je parlais de mes émotions et de comment moi je vivais le truc en tant qu'entrepreneur. Et dans la newsletter, à force j'avais pris un peu l'habitude, vu que je la faisais sortir le mardi, je m'y mettais le lundi. Donc le lundi, je savais que je me mettais devant mon ordi pour écrire la newsletter. Et souvent, je me mettais devant l'ordi, j'étais là, bon, alors qu'est-ce que j'ai senti cette semaine, de quoi est-ce que je peux leur parler, et là je commence à écrire une phrase, deux, puis je vois où ça m'amène, et voilà. J'ai écrit 1500 mots. Et c'est donc, de la pure intuition au final, tu suis le flow comme ouais, disons que c'est de me dire, je vais écrire le truc qui est vrai pour moi au moment où je suis devant mon ordi. Donc j'ai pas noté avant, ok, je vais parler de ça, je vais parler de ça, pas du tout. Je me dis, bon, là tout de suite de quoi j'ai envie de parler, c'est de ce truc dont je parle. Donc après, bon voilà, c'est peut-être un peu très intuitif et pas très organisé, discipliné, mais c'était ma manière de le faire et de n'empêche avoir une newsletter toutes les semaines. D'ailleurs, dans tes podcasts, tu parles de beaucoup d'organisation. Comment tu peux décrire une bonne organisation? Alors en fait, ce que je mets moi derrière l'organisation, c'est surtout, c'est pas tant quel outil j'utilise pour mes tâches, c'est plus à quoi ressemble mon quotidien. Je pense, enfin c'est plus ça en tout cas dont je parle. Euh, j'ai jamais eu la même organisation. Parfois je me suis fait des organisations et ça tenait peut-être une semaine ou 3, mais en fait ça change tout le temps. Ta question c'est sur l'écologie personnelle, tu peux la Oui, reposer? c'est un peu ça. Comment arriver à trouver une organisation propre à son écologie personnelle en se respectant en fait? D'accord. Je trouve que c'est un sujet passionnant. En fait, c'est le sujet que j'ai un peu exploré ces 3 dernières années au final. Et je suis très loin d'avoir terminé de l'explorer. J'aurais jamais terminé de l'explorer, mais en fait, comment dire? Je dirais 2 choses. La première, c'est que pour moi, c'est une question à se poser au quotidien, et même pas que au quotidien, mais donc se la poser au quotidien, ça serait à la fin de la journée, par exemple, se dire, bon, je me prends 5 minutes juste pour me repasser en tête ce que j'ai fait aujourd'hui et comment je me sens par rapport à cette journée. Est-ce que je suis satisfaite, pas satisfaite? Est-ce que je suis fière de moi? Tu vois comment je l'ai senti? Est-ce que j'ai l'impression de passer beaucoup de temps sur des trucs qui servent à rien ou inversement? Donc
Donc tu vois, il y a déjà plein d'angles, selon ce qui est important pour toi, tu peux réfléchir en termes de satisfaction, de productivité. Il y a des gens qui s'en foutent d'être productifs, tu vois, mais moi en tant que manifesteur générateur, l'efficience c'est ce qui nous crée la satisfaction et c'est notre émotion d'épanouissement, donc c'est important pour nous. Il y a les manifestors par exemple, ça va être plus se sentir en paix. Donc la question ça peut être est-ce que je me suis sentie en paix ou pas et pourquoi. Donc on peut raisonner comme ça quotidiennement, chaque soir, et du coup essayer de tirer un peu des leçons, de dire ok, bah demain, qu'est-ce que je vais faire un petit peu différemment pour que ce soit mieux, et c'est un peu du test et apprentissage tout le temps, tous les jours. Après, il faut être intéressé par ça parce que ça demande forcément de donner un petit peu d'énergie et de temps à se poser cette question et à essayer de faire des changements et d'observer la différence ou juste la sentir. Après, on peut le faire aussi, je pense qu'au début, on peut le faire chaque jour. Après, moi, je le faisais, entre guillemets, à chaque instant. Au bout d'un moment, j'ai réduit l'échelle. Donc après, c'était peut-être demi-journée. Puis après, c'était dès que je finissais une tâche. Et en gros, c'est ça. Parce qu'après, parfois, quand tu es dans la tâche, tu es dans le flow, tu penses pas à tout ça. Et c'est mieux comme ça. Mais du coup, le matin, c'est me poser la question, par quoi est-ce que j'ai envie de commencer. Dès que je finissais une tâche, c'est voilà, peut-être que je m'étais fait une liste avant, mais je me disais pas faut que je la fasse dans l'ordre chronologique. Je me disais qu'est-ce qui me fait le plus envie, et aussi par rapport à mes enjeux, voilà, c'est un truc qui doit être rendu demain ou qui doit être fait pour demain, je vais le faire aujourd'hui, je vais pas le laisser retarder jusqu'à demain. Donc c'est un peu des choix tout le temps, mais toujours je dirais cette question constante de là qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je dois faire, mais aussi qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que je pense qu'on raisonne souvent en qu'est-ce que je dois faire, ça tout le monde sait faire. Et on oublie de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, et je pense que c'est un mix des deux, parce que parfois on a des trucs qu'on doit faire, donc faut l'intégrer, ou alors c'est qu'on n'est pas en interaction avec d'autres gens, on a enlevé toute contrainte de temps, c'est possible aussi, mais donc ça c'était le premier truc sur plus le timing, enfin la question à se poser, le timing. Et après, quand je dis que c'est que j'ai toujours pas terminé d'explorer, c'est qu'en fait on peut toujours regarder ça sous plein d'angles différents. Donc j'ai dit par exemple les questions, est-ce que je suis satisfaite, donc c'est plus des émotions je dirais, tu vois. Mais il y a aussi la question par exemple de l'énergie, c'est autre chose, c'est par rapport à mon degré d'énergie, quelle tâche est-ce que je peux faire, ou par rapport à mon état d'esprit. Moi il y a des moments où je sens que c'est pas le moment d'écrire un truc créatif, j'ai juste pas l'énergie pour, il vaut mieux que je fasse du opérationnel à mort, un truc où juste du montage, tu vois, t'as pas besoin de réfléchir, quasiment pas, t'écoutes le truc, tu coupes, t'as pas besoin de créer, de sortir un truc de toi. Donc c'est apprendre à repérer ces moments par rapport à ton énergie, qu'est-ce qui marche bien, quelle tâche marche bien avec quel degré d'énergie. Et puis après t'as aussi tout ce qui est de l'ordre des cycles, donc en tant que femme, cycle menstruel, ça a une influence sur notre état d'esprit, bon, ça a une influence sur notre énergie, nos émotions et notre état d'esprit. La totale. Ouais, donc pour ceux qui peut-être, s'il y en a qui connaissent pas, il y a le livre que je n'ai pas lu, mais Lune rouge, de, je sais pas si je vais dire une connerie en disant Miranda Gray, mais je suis pas sûre, donc Lune rouge ça s'appelle. Ce livre parle de ça, bon moi je l'ai pas lu, on m'a fait un résumé, ça me suffit, mais en apprenant qu'on était influencé par ça, du coup j'ai essayé de l'observer aussi, de voir est-ce que moi aussi je me sens influencée. C'est pas toujours 100% évident, il y a des fois où ça y est un petit peu, donc pour moi ça joue un petit peu, je dirais pas que c'est ça qui régit ma vie honnêtement, mais je trouve que ça permet de savoir ces choses-là, ça permet de se dire ok là par exemple je me sens pas bien, j'ai pas d'énergie, est-ce que c'est comment j'ai dormi, est-ce que c'est ce que j'ai mangé, est-ce que c'est que je suis 8 jours avant mes règles, un truc comme ça. Donc ça permet dans le quotidien, tu vois, quand on se dit comment vivre ma journée au mieux et être satisfaite de ce que j'ai fait, trouver le juste équilibre entre mes tâches et mon écologie personnelle. Quand on sent en fait, c'est surtout quand on sent qu'on n'y arrive pas, tu vois, que ça veut pas, parce que sinon on se pose pas trop la question. On peut se poser toutes ces questions-là et se dire ah ok, mais en fait c'est juste parce que là je suis en syndrome prémenstruel, mais tu sais quoi, je vais rien faire aujourd'hui en fait, parce que c'est le jour où je dois rien faire en fait. Et c'est pas grave de pas l'avoir anticipé. Et puis après tu peux rajouter pour ceux qui sont dans ces trucs-là, tu disais que je parlais de monde subtil, pour moi ça fait un peu partie de ça, le cycle de la lune qui influence aussi, donc moi j'ai aussi essayé d'observer ça. Et avec ça, tu as de façon plus générale l'influence des astres, parce qu'il n'y a pas que la lune. Et moi pour le coup j'ai observé beaucoup plus d'influence
désastre sur ma vie que de mon cycle menstruel, étrangement. Donc voilà, tu vois, il y a toutes ces branches qu'on peut explorer, mais je pense que le plus simple quand on commence, ça c'est pour montrer jusqu'où ça peut aller, et encore, enfin des trucs peut-être dont j'ai pas parlé, ça peut aller dans des trucs encore plus subtils, mais quand on commence déjà à se dire comment je me suis sentie aujourd'hui, est-ce que c'était positif ou pas, si c'était négatif, qu'est-ce que je peux changer, et on fait du test and learn chaque jour. Ok. Donc avoir ton petit carnet ou un petit document sur lequel tu te fais tes retours chaque jour. Ouais. Ok. Super. Par rapport au design humain, du coup, tu nous en parles beaucoup et tu partages plusieurs outils à la connaissance de soi liés au design humain. Pour toi, enfin sur toi, quel est son fonctionnement? Comment, comment à partir de ton rôle de générateur manifestor, tu prends tes décisions dans l'action? Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour moi c'est encore un truc en exploration, c'est-à-dire que j'ai amélioré, on va dire, ma façon de l'utiliser, mais j'ai pas encore vraiment tout saisi. Je trouve que c'est assez compliqué, et je pense que d'ailleurs un des trucs que j'ai peut-être envie de faire avec le design humain, c'est d'aller interviewer des personnes d'un peu chaque type pour voir comment chaque personne le vit, parce que tout ça, ça reste... on le comprend, tu vois, mais ça reste un peu théorique. Tu te dis, ok, j'ai compris, mais en fait, je me rends compte que j'arrive pas vraiment à concrètement tout le temps l'utiliser. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Donc, en fait, le truc que j'ai peut-être mieux réussi à utiliser, c'est mon autorité, l'autorité émotionnelle, où j'ai quand même bien réussi à observer les vagues de pic haut, pic bas, clarté, et j'ai réussi à sentir à quoi ça ressemblait la clarté pour moi à l'intérieur de moi, comme sensation, comme émotion. Et ça m'a permis de prendre, je pense, de prendre de meilleures décisions. Mais par contre, en fait, il y a deux choses méga importantes en design humain pour prendre les bonnes décisions et choisir ses projets. C'est ce que je viens de dire, l'autorité, et l'autre, c'est la stratégie. En principe, on parle de la stratégie en premier, mais moi, je la trouve plus difficile à saisir parce que je me sens beaucoup plus conditionnée. Donc, la stratégie du manifesteur-générateur, c'est de répondre. Ça veut dire, c'est quand tout à l'heure, je parlais de pas imaginer des trucs avec ma tête, mais imaginer vraiment partir du cœur et des tripes, de sentir que ça vient de là, tu vois, du ventre, et que je me sens vraiment connectée, que ça a un vrai intérêt authentique et pas juste une idée intellectuelle intéressante. Donc répondre, c'est y aller que quand on sent que ça vient de là, que le oui vient du ventre, tu vois, qu'on se sent vraiment connecté, qu'on n'est pas juste en train de trouver ça intéressant. Trouver ça intéressant, c'est pas la même chose, c'est intellectuel. Et le truc, quand je dis conditionné, c'est que, et ça c'est le cas de tout le monde, parce que c'est comme ça que notre société est faite, on est conditionné à utiliser énormément notre mental, et du coup c'est très dur à l'âge adulte de déconditionner ça et de se dire non, en fait le mental c'est pas la bonne façon de créer des choses pour moi, parce que voilà, ça mène à en fait ça m'intéresse plus, j'ai plus l'énergie, etc. Et de réussir à revenir vraiment dans le corps et écouter ces choses-là. Et surtout, ce qui est compliqué aussi, c'est le lien entre le temps et l'argent, dans le sens où la meilleure façon de prendre les bonnes décisions, ça serait de juste être ok avec le fait que parfois on n'a pas d'idée qui vient, que c'est pas le moment de créer, qu'il faut juste vivre notre vie, et puis on attend d'avoir un truc auquel répondre, tu vois. Mais sauf qu'on sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et si on vivait dans un monde où il n'y avait pas besoin d'argent, il n'y aurait aucun souci avec ça. On se dirait, ok, je vais aller faire du sport, faire de la musique, puis j'attends qu'il y ait un truc qui m'intéresse, tu vois. Mais si le truc il arrive dans 6 mois ou dans 4 mois, en fait, là, dans notre monde actuel, on a besoin d'argent. Donc, c'est ça qui biaise notre façon de faire des choix. À un moment, on fait le choix de faire un truc quand même. Mais du coup, à chaque fois qu'on fait le choix de faire un truc parce qu'on a besoin d'argent, on laisse pas la place, on laisse pas le vide pour qu'il y ait le vrai truc connecté au cœur qui vienne. Donc, j'ai pas encore trouvé vraiment toutes les réponses à ça. C'est un peu un truc que j'explore là justement en disant je sors du cadre professionnel, je fais que des trucs pour moi, pour voir ce qui se passe quand je cherche pas à gagner d'argent. À quelle fréquence les idées viennent, tu vois, est-ce que je sens le truc venir ou pas, parce que je pense que il y a peut-être des moyens, on va dire, d'accélérer le processus, peut-être en étant davantage en interaction avec des livres, des sujets, en consommant du contenu, en parlant à des gens, parce que peut-être qu'il y a plus du coup d'informations qui circulent, donc plus de choses auxquelles répondre.
Mais voilà, c'est vraiment encore une exploration pour moi. Et justement, ma décision là, d'arrêter les nouveaux travailleurs et de me mettre en congé sabbatique, c'est justement parce que je sentais que j'étais encore trop guidée par le mental. Et je veux vraiment apprendre à suivre mon intuition, mon cœur, mes tripes et vraiment partir de là. Et ça demande pas mal de déconditionnement, de temps. Oui. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que le fait déjà d'en avoir conscience, tu vois, de différencier ce mental et ce corps en fait qui nous pousse à marcher, à y aller, quoi, à faire les choses. Et je trouve ça juste de laisser la place en fait, de dire bah là j'ai besoin de faire une pause. Moi j'aimerais savoir dans cette pause que tu fais, enfin pause entre guillemets parce que tu es toujours quand même active, est-ce que tu as des recours, comme tu dis, pour revenir à toi, au ventre, à tes ressentis, sensations? Par exemple, la méditation, ou est-ce que tu pratiques est-ce que tu exerces une pratique corporelle ou... Alors, mon approche n'est pas trop celle de la méditation ou du yoga ou les autres trucs comme ça, même si je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est une bonne approche pour se reconnecter au corps. J'ai eu dans ma vie des périodes où j'ai beaucoup médité et je sais que ça m'a beaucoup aidé et que c'était très bien. Mais je pense qu'il y a aussi une autre manière de se connecter à son corps et je pense que c'est plutôt ça que je suis en train de tester. Là, ce que je fais au quotidien, c'est que, en gros, quand je me lève, enfin, comment dire, j'ai essayé d'identifier certaines activités que je trouve être plus dans le corps. Donc, par exemple, il y a le sport. Donc, moi, mon sport du moment, c'est le spikeball. Euh, et enfin, justement, je sais que moi, j'aime pas trop. Quand on pense sport, on a tendance à penser, ouais, je vais aller courir ou je vais aller en salle. Et je trouve qu'on a tendance parfois à associer sport avec un truc un peu chiant ou un truc qu'on fait pour maigrir. Et là, moi, mon approche, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment, je fais du spikeball parce que ça m'amuse. Et même pas. Après, il se trouve que c'est un sport, tu vois. Et après, ouais, je pense que je suis quand même plutôt sportive dans l'âme, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis pas dit, je vais me mettre au sport pour être dans mon corps. Je me suis dit, qu'est-ce que là j'aimerais faire de mon temps pour faire un truc qui m'intéresse. Bah, dedans, il y avait le spikeball que je connaissais déjà avant, que j'avais déjà commencé à pratiquer. Je me suis dit, tiens, bah, moi qui prends jamais le temps de vraiment me cuisiner des trucs, genre moi je mets la courgette à la cocotte minute puis je la mange telle quelle, tu vois. C'est vraiment abusé. Je me suis dit, bon, bah allez, je vais faire l'effort de regarder des recettes, des trucs qui me font envie, de faire l'effort d'aller acheter les bons trucs au supermarché et de les cuisiner. Donc, bon, je l'ai fait, j'ai réussi à le faire une fois. J'ai 3 jours entre les courses et la cuisine, mais je l'ai fait. Bon, là, j'ai pas réussi à reprendre le truc après, donc c'est encore en chemin. Mais sur le coup, quand je me suis cuisiné les trucs, j'étais là, bon, j'ai mal au dos d'être restée debout 2 heures, mais par contre, j'étais bien, en plus j'écoutais un podcast en même temps, c'était vraiment un moment pour moi, donc c'est un truc manuel, c'est quand même dans le corps et c'est pas du sport. Après j'avais plein d'objets chez moi, j'avais fait un désencombrement en décembre, j'avais plein d'objets de sacs que j'avais toujours pas sortis et rien que prendre les sacs, les déplacer de ma chambre au salon, mais c'est con hein, mais je me suis sentie super bien parce que j'ai tellement perdu l'habitude de faire des choses dans mon corps, je suis beaucoup assise devant mon ordinateur et beaucoup dans ma tête. Bah, rien que ça m'a fait du bien. Puis après, bah, le dimanche, j'ai fait un vide-grenier, j'étais dehors toute la journée, à parler à des gens, à réorganiser mon stand sans cesse. J'ai pas vu le temps passer. Et donc, disons que voilà, je trouve plus des activités qui, moi, m'intéressent, qui ne sont pas du yoga ou de la méditation ou des exercices de respiration, qui sont ma manière à moi d'être dans mon corps. Même la musique, donc moi j'aime bien chanter, donc ça paraît bizarre de dire que c'est un truc dans le corps parce qu'en soi je bouge pas, je suis assise devant mon piano, mais en fait c'est un peu comme de la respiration, c'est tu fais fonctionner tes muscles, tu pousses la voix, et donc je le ressens quand même comme un truc dans mon corps, puis en plus t'es dans le flow parce que quand tu es en train de lire des paroles et des accords, t'as pas le temps de penser à autre chose en fait, enfin t'es trop concentré sur le truc, donc t'es vraiment dans l'instant présent. Donc voilà, au quotidien, j'essaye de me reconnecter à des activités de ce type-là qui, moi, m'intéressent, où je trouve que ça me nourrit, ça contribue à ma vie quotidienne, quoi, à des trucs que j'aime bien. Et il se trouve que c'est dans le corps et pas juste écrire sur mon ordi.
Je l'ai fait un petit peu, mais je sens que dès que j'écris, je reviens dans ma tête en fait. Enfin, je suis un peu dans mon cœur parce que c'est les émotions, mais je suis aussi dans ma tête. Donc je l'ai fait un petit peu et après j'ai dit bon allez on arrête. Ouais, mais tu trouves ton équilibre dans ce changement, du coup, toujours en lien et en respectant ton écologie personnelle. Mm. Super. Hmm. Je crois que j'avais fait sauter une question. Attends. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Isis, pour cette interview. On t'accueille du coup à la Villa Alice le 26 avril pour une masterclass. Est-ce que tu peux rapidement nous en dire un peu plus sur cette masterclass? Qu'est-ce qui va se passer? Donc ce sera sur le design humain. L'idée c'est que donc le design humain c'est un outil de connaissance de soi qui est un petit peu ésotérique puisque ça repose sur l'astrologie, la numérologie et des trucs que je connais pas, genre le yiking, le kabbale, bon. et, et donc c'est un outil que moi j'ai commencé à utiliser parce qu'il est très lié à l'écologie personnelle et je trouve qu'il est très adapté pour des entrepreneurs parce qu'il faut avoir la marge de manœuvre pour pouvoir décider un petit peu de son quotidien, ce qui est moins facile, je pense, quand on est salarié. Donc l'idée, ça va être plus une intro, mais pratique au design humain parce que c'est un outil qui est très complet. Moi, j'ai fait une formation de 4 mois pour apprendre tout ce qu'il y avait dans mon schéma. Donc, clairement, en 2 heures, on verra pas tout. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a 2 trucs méga importants en design humain qui sont la stratégie, l'autorité. Je trouve que déjà, quand on aborde ça, on a déjà beaucoup à faire derrière pour trouver des améliorations à son écologie personnelle. Donc, là, ce qu'on fera, c'est que chaque personne pourra télécharger on appelle ça une charte ou un schéma corporel. Ça donne une petite image où on comprend rien dessus avec plein de formes géométriques et de numéros. Parce que j'ai trouvé ça super intriguant et c'est ça qui a fait que j'ai voulu apprendre aussi. Et à partir de là, on regardera peut-être les 2, 3, 4 points les plus importants avec lesquels les gens pourront repartir pour commencer à revoir leur écologie personnelle ou voir ce qui a peut-être à changer par rapport à qui ils sont, parce que le design humain, c'est vraiment qui on est, c'est notre identité énergétique, en fait. Ok, et surtout s'approprier son design humain, son propre Oui. design humain. Super, merci pour cette interview, Isis, et on a hâte de te rencontrer pour cette masterclass. Merci à vous.